Le journal de Télémiroir, ce soir, c'est avec Christophe Chez. Bonsoir Christophe. Bonsoir Pierre-Paul. Et je sais que vous allez nous parler de taureau, mais ce sera en fin de journal. Sinon, on va revenir sur le conseil municipal de Nîmes, un conseil chargé avec une polémique autour de la base de Garon et le départ de l'aéronaval. Et puis un point sur le Rhône qui a débordé, notamment à Beaucaire. Bonsoir à toutes et à tous. Mercredi dernier, nous évoquions dans ce journal la manifestation d'un groupe d'employés municipaux qui s'était déroulé en mairie de Nîmes à l'appel de 5 organisations syndicales. Ceux-ci protestaient contre l'absence de réponse concernant leur demande de négociation du régime indemnitaire. Ce dernier, mis en place par l'actuelle majorité municipale, avait été annulé par le tribunal administratif du 31 décembre dernier. Des manifestants qui se sont à nouveau invités lors du conseil municipal qui s'est déroulé samedi matin afin d'interpeller l'élu concerné par cette délibération. Le rappel des faits avec Olivier Michel. Ils l'avaient dit, ils l'ont fait. Le personnel municipal gréviste s'est invité samedi matin au conseil municipal. En cause, le vote de la délibération 69 concernant leur régime indemnitaire. Ce dernier aurait selon eux dû être négocié lors du conseil technique paritaire de mercredi. Un jugement du tribunal administratif en date de décembre dernier avait annulé le précédent, d'où l'obligation de refaire voter cette délibération. Cette délibération, d'une part, elle est totalement illégale. C'est un déni de justice puisqu'ils ne font que remettre en place ce qu'ils avaient déjà mis. En plus, ils refusent d'ouvrir toute négociation avec les organisations syndicales, les représentants du personnel. Et c'est un système qu'on ne peut pas accepter, que ça va à l'encontre de l'intérêt des agents, ça va à l'encontre de l'intérêt du service public. Attendu au tournant, Alain Chancelade, en charge de cette délibération, s'est appuyé sur un cas similaire qui avait fait jurisprudence à Cachan. Comme je l'ai dit, j'avais souhaité, lors de la première délibération, un passage en CTP dans un but consensuel. Étant donné que ce régime indemnitaire, je voulais qu'il soit le plus juste possible et qu'il soit partagé par l'ensemble du personnel. Devant l'attitude des représentants de certains, pas tous, je tiens bien à préciser, devant l'attitude de certains représentants du personnel, j'ai décidé, et comme je l'ai précisé, de ne pas le mettre à l'ordre du jour du dernier CTP, puisque je n'y étais pas tenu par la loi et que les négociations étaient refusées par les représentants du personnel. Non sans bruit, la délibération a été votée, l'opposition se positionnant contre. Une nouvelle fois, le tribunal administratif pourrait être saisi. Et ce n'était pas à l'ordre du jour, mais cela a quand même fait beaucoup jaser dans les couloirs du conseil municipal, l'affaire de la base de Garon. En effet, Pierre-Paul, ambiance électrique lors de ce conseil municipal de samedi matin, avec une interview de Hervé Morin, le ministre de la Défense, qui a profondément agacé le sénateur-maire de Nîmes. Au cœur de la polémique, les propos tenus par le ministre et patron du nouveau centre concernant la fermeture de la base d'aéronautique navale de Nîmes-Garon et le positionnement des élus locaux concernant notamment les nuisances sonores générées par les avions Rafale. Jean-Paul Fournier, qui a adressé un courrier à Hervé Morin, n'a pas mâché ses mots au micro d'Olivier Michel, au moment où les élus locaux réfléchissent à l'avenir de la BAN pour la période post-2011. Je vous propose de les écouter au micro d'Olivier Michel. Une petite réponse dans un interview succinct accordé au quotidien régional, et voilà Hervé Morin, le ministre de la Défense, qui déclenche la colère du sénateur-maire de Nîmes. En cause une petite phrase sur les élus locaux qui auraient réclamé le départ des Rafales de la base de Garon. En cause également la tour de contrôle, indispensable au maintien des activités aéroportuaires. Les militaires, toujours selon Hervé Morin, n'auraient pas de raison de rester au-delà de 2011, date de départ de l'aéronaval et de son remplacement par un régiment du train. Écoutez, je trouve ça scandaleux de la part d'un ministre, et pas n'importe quel ministre, le ministre de la Défense, de dire d'abord que les élus étaient d'accord pour que les Rafales partent, ce qui est totalement faux, puisque la quasi-unanimité des élus de l'agglo ont voté un vœu pour le maintien. Le Conseil général également, le Conseil régional, à part 3-4 élus qui étaient contre, donc on nous met ça sur le dos, c'est scandaleux et irresponsable de la part de M. Morin, qui plus est, il nous dit effectivement que les collectivités n'ont qu'à s'occuper du reste, il y a quand même 750 emplois en maintenance sur cet aéroport, je trouve qu'il se moque du monde ce monsieur. Le problème, c'est finalement la tour de contrôle et sa gestion.
Oui, il y a la tour de contrôle, la gestion. On vient de faire des frais sur la piste quand même. On a versé 2,5 millions d'euros l'agglo pour la réfection de la piste. Aujourd'hui, une collectivité ne prendra pas en charge le personnel et la gestion de la tour de contrôle. C'est trop lourd. Alors je négocie avec le président du conseil régional qui peut-être trouvera avec moi une solution. Mais aujourd'hui, de la part d'un ministre, écrire ça dans la presse, c'est vraiment inconscient de sa part. Pour Yvan Lachaud, le député du Gard et deuxième adjoint au maire de Nîmes, qui est issu du Nouveau Centre, le parti du ministre de la Défense, les propos de ce dernier ne sont pas vraiment une nouveauté. Je n'ai pas vu de nouveau dans la déclaration que j'ai découvert comme vous ce matin sur la presse. Lorsque le plan de restructuration a été annoncé, il a été dit que la BAN fermerait en 2011, c'est ce qui me semble que j'ai lu ce matin, et que jusqu'en 2011, l'armée assurerait bien la tour. Bon, c'est ce que j'ai lu aussi sur la presse ce matin. Sachant que pour moi, il y a 750 emplois induits qui sont autour de la base et qui ont été créés là parce que justement il y avait l'armée. Cela aujourd'hui, on doit aider à ce qu'ils puissent rester, c'est-à-dire à ce que la tour de contrôle soit assurée. Alors comment faire? Je pense qu'aujourd'hui, on doit trouver des solutions entre les collectivités et de plus, on doit demander, et je compte bien le faire, au ministère, à l'armée, à la défense, de prendre une partie à sa charge. Parce que si les emplois induits sont là aujourd'hui, c'est parce que l'armée a été préalablement présente. Pour le député, le départ des avions militaires, les plus brillants, ouvre aussi de nouvelles perspectives d'activité pour la zone. En modifiant le plan d'exposition au bruit, des opportunités d'emploi s'ouvrent donc au moment où les activités d'aujourd'hui sont en péril. Et puis toujours parmi les élus mécontents à la suite de cette interview, notez le maire de Saint-Gilles, Olivier Lapierre, qui entend interpeller le président de la République aux côtés de Jean-Paul Fournier en sa qualité de président de l'agglomération nîmoise. Et s'il y a beaucoup plu ces dernières semaines sur le département et la région, forcément ça a des incidences sur le Rhône. En effet, Pierre-Paul, les précipitations de la semaine dernière ont considérablement gonflé les cours d'eau. Comme cela était à craindre, le Rhône est sorti de son lit à plusieurs endroits stratégiques, que ce soit à Avignon ou encore sur le fameux champ de foire à Beaucaire. Une inondation bien connue des Beaucairois qui ont découvert samedi les arènes Paul-Laurent et le casino municipal les pieds dans l'eau. Si la plupart des habitants ont aujourd'hui bien assimilé la culture de l'inondation, les moyens d'alerte ont su évoluer au fil des décennies. Olivier Michel s'y est intéressé avec bottes et ciré. Gonflé par la Saône et la Loire et suite à une semaine pluvieuse, le Rhône a atteint samedi son pic de crue aux environs de 18 heures. À Beaucaire, il a atteint les 5,95 m avec 6500 m3 à la seconde. Et comme à l'accoutumée, ce sont les arènes et le casino qui se sont trouvés les pieds dans l'eau. Pas chaque année, mais enfin, presque toutes les années, on le voit. Mais là encore, c'est pas grave. Hein. Ça revient assez souvent. Peut-être maintenant de moins en moins. Inondation par capillarité, donc le Rhône monte par les prés. Je suis aussi de Nîmes et j'ai déjà vu des crues plus importantes que ça, mais c'est vrai que le parc comme ça sous l'eau, je l'avais jamais vu. Et je ne sais pas s'ils ont connu pire que ça. Je pense que oui quand même. Oui, en 35, et l'eau avait rentré dans le guichet du casino, là où on donne les billets, là, le trou qu'il y a. Non, c'est assez ordinaire, ouais. Mais vous venez quand même voir le Rhône. Voilà, on promène, oui. De promenade sur les remparts, les Beaucairois ont intégré cette culture du risque, renforcée, il est vrai, par un système d'alerte bien rodé. Ah oui, il y a bien un truc d'alerte, oui. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Tout le temps, ils nous appellent. Donc moi, j'ai été averti par message téléphonique et par la sirène. Donc tout a été mis en place à 6 h du matin. Alors quand il y a la crue du Rhône, on a donné notre numéro de téléphone et ils nous appellent. Que s'il y a des voitures dans le pré, de venir les enlever et tout. Mais vous voyez, il y en a qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas donné parce qu'il y a des voitures. Hier dimanche, la décrue était amorcée, mais le Rhône est resté jusqu'à cet après-midi en niveau d'alerte jaune d'Avignon à ses embouchures. La surveillance des digues, mise en place par le CIMADREM, a mobilisé une centaine de personnes jusqu'à samedi soir. Aucun débordement ni rupture de digue ne sont à déplorer.
Comme vous avez pu l'entendre dans ce sujet d'Olivier Michel, une mise en place accrue des digues du Rhône a été décidée samedi matin. C'est une surveillance linéaire faite mètre par mètre, justifiant la présence sur le terrain de 70 équipes de 2 personnes, soit 140 surveillants au total, mis à disposition pour les communes riveraines du fleuve. En tout, 8 gardes-digues ont surveillé le territoire de Tarascon jusqu'à la mer. Le personnel de la mairie d'Arles, à savoir 24 agents et ceux du CIMADREM, travaillant main à la main. Aucun problème n'a été soulevé sur les digues ou sur les ouvrages des quais. Et l'eau a également débordé du côté de Saint-Gilles, dans la Plaine. Vous voulez nous parler de cinéma, mais c'est Marlène, normalement, la spécialiste du cinéma. Oui, on va attendre peut-être quelques mois avant d'évoquer ce nouveau film dans notre émission cinématographique du mercredi, Suivre l'étoile. En tout cas, Alfonso Cuarón, réalisateur entre autres du 3e volet de Harry Potter et des Fils de l'Homme, n'était pas à Nîmes samedi, mais bien l'un de ses collaborateurs venu caster la perle rare pour donner une réplique à Daniel Auteuil dans le prochain film du réalisateur mexicain. Un grand oral qui a concerné plusieurs adolescentes réunies dans un célèbre hôtel nîmois pour passer devant la caméra. Une épreuve à laquelle Olivier Michel a assisté, parfois aux côtés de parents forcément admiratifs de leurs enfants. Le 7e art fait toujours rêver. Alors que samedi à Montpellier, elles étaient 250 à se présenter au casting de A Boy and His Shoes, le prochain film d'Alfonso Cuarón, à Nîmes dimanche, elles ont été 150 à tenter l'expérience. Au programme, présentation devant la caméra et lecture d'une séquence du film. Ah, moi, je me suis sentie levée 1 heure avant. On me dit casting, j'arrive. Donc, on verra. Non, ça va, c'est 3 phrases. Non, c'est sympa, c'est une bonne ambiance. Il est vraiment gentil, il nous met à l'aise. Donc, c'est vraiment cool, quoi. Il y a beaucoup de stress avant pour pas grand chose, en fait. Voilà, comme toutes les épreuves ou trucs comme ça qu'on passe, mais ça va. Et puis le texte, il est court, donc... Voilà, il donne les répliques, on donne la réplique et c'est bon. Il m'a dit que j'étais très naturelle, donc ça me fait plaisir. Et ça, je décompresse. Des jeunes filles bien souvent accompagnées et encouragées par leur maman. Je pense que chaque parent, de voir son enfant sur un écran, ça doit être assez impressionnant. Évidemment qu'on envisage pour ses enfants quelque chose de, que soi-même peut-être on aurait aimé vivre. Et pour jouer dans ce long métrage, aux côtés de Daniel Auteuil et Charlotte Gainsbourg, l'équipe de SB Casting, qui a déjà œuvré pour des films comme Faubourg 36 ou encore Les Choristes, recherchait une jeune fille bien de chez nous, susceptible d'incarner le rôle de Camille, une jeune avignonnaise en partance pour l'Écosse. On cherche une jeune fille, 16-18 ans, qui puisse en paraître 15, très naturelle, spontanée, pas du tout sophistiquée, que ce soit pas dans la séduction, très jeune fille, ado, sympathique, quoi. La petite histoire ne dit pas encore si la perle rare sera héroltaise, gardoise ou vauclusienne, puisque mercredi, l'équipe de casting sera en Avignon. Elle transmettra ensuite sa sélection à l'agence londonienne du réalisateur. 15 Nîmoises ont d'ores et déjà été sélectionnées. Comment il a dit le titre du film? A Boy and His Shoes, un garçon et ses chaussures, c'est ça, j'ai bien compris? Oui. Ça, c'est du titre, hein. Je ne sais pas si ce sera le titre en français, mais c'est pas mal. Un garçon et ses chaussures, donc il cherche une jeune fille. Les traductions justement des titres originaux sont parfois assez curieuses. Très décalées, oui, très décalées. On va poursuivre du 7e art je vous en prie. À l'art culinaire. Voilà, ça va nous plaire ça aussi, vous allez voir. La truffe était à l'honneur ce week-end, notamment grâce à la communication faite par le syndicat des producteurs de truffes du Gard, un diamant noir, qui a révélé ses plus beaux atours lors de cette fête du terroir, où les visiteurs ont pu découvrir plusieurs manières de déguster et de cuisiner la truffe. À l'heure des craintes sur la baisse du pouvoir d'achat, la truffe est, paraît-il, aujourd'hui plus abordable, et la cuvée 2009 est, selon les spécialistes, l'une des meilleures connues ces dernières années. Histoire de se mettre en appétit, c'est Olivier Michel qui nous propose une savoureuse brouillade. Je vous invite à la déguster. Pas besoin de chien truffier ce week-end pour trouver à Nîmes le tuber Melanosporum. Comme depuis 4 ans maintenant, ce champignon s'invite place Questel au milieu d'autres produits du terroir, mais c'est bien elle la vedette, surtout en cette année 2009 particulièrement productive.
En fait, la truffe est un champignon assez complexe, donc il faut, entre le moment de sa naissance au mois de mai et le moment de sa maturité, quand on la récolte, le mois de novembre, à partir du mois de novembre, il faut des pluies assez régulières, au moins une fois par mois. Et c'est vrai qu'effectivement, le grand public le voit, cette année il fait que pleuvoir. Donc effectivement, ça, notamment au printemps et cet été, ça a engendré des truffes des récoltes de truffes assez intéressantes. Quand les conditions climatiques redeviennent favorables, effectivement, on a une production de truffes qui revient. Un précieux champignon qui, paradoxalement, se cuisine et s'apprécie très simplement. Oh, la truffe, c'est simple, il ne faut pas la cuire. La truffe, il faut s'en servir simplement à froid presque. Hein. Donc, quand vous faites une omelette, vous la mettez en dernier moment. Quand vous faites une purée, vous faites une brandade de morue aussi à la truffe. Un très bon plat qui est simple pour la cuisinière, c'est le brie truffé. C'est quelque chose d'extraordinaire à faire et c'est très simple. Vous achetez un brie, pas un brie de Meaux parce qu'ils sont très, très forts, mais un brie normal. Vous le coupez en deux, vous ouvrez, et là vous prenez une truffe de 20 ou 30 grammes, que vous coupez en rondelles et que vous passez au milieu. Et vous refermez ça 24 heures avant, et vous servez ça après. C'est extraordinaire. Alors elle est comment cette brouillade? Excellente. Très très bonne. Parce que pour cuisiner avec 5 grammes par personne, donc avec une truffe de 30 €, vous faites un repas pour 5 ou 6 personnes sans problème. Donc vous voyez que on se fait plaisir, hein, ça ne coûte pas plus cher qu'une bonne bouteille de vin, quoi. Avec des prix au kilo en baisse de 30% par rapport à 2008, variant entre 500 et 700 €, la truffe peut plus qu'auparavant se retrouver dans votre assiette. Ce week-end, des solutions de crédit anti-crise étaient proposées, mais elles concernaient le saucisson. Un crédit truffe, il manquait plus que ça. Voilà, excellente hein, l'omelette aux truffes ce samedi et ce dimanche. On vous en a offert une pour votre anniversaire samedi, Pierre-Paul. Absolument, effectivement. Vous êtes bien informé, bravo. Et vous êtes encore mieux informé sur les cartels d'Istres. En effet, vendredi soir, François Bernardini, le maire d'Istres, et Bernard Carbuccia, le directeur des arènes du Palio, ont levé le voile sur le visage de la Feria 2009 au cœur de la cité provençale. 3 journées de Feria, 3 corridas et une noviade qui devraient satisfaire toutes les attentes de l'afición en la matière. Corrida de Miura, adieu de Luis Francisco Esplà, retour de Sébastien Castella. Bernard Carbuccia a composé l'une des meilleures ferias qu'ait connue le Palio depuis ces dernières années. Tous les détails de la programmation dans ce sujet. Une semaine après sa grande sœur arlésienne, c'était au tour des arènes d'Istres de dévoiler le programme de la Feria 2009 qui se déroulera cette année du 19 au 21 juin. Portée par l'enthousiasme des Istréens et la qualité croissante des courses proposées, la Feria provençale offrira cette année 3 journées complètes avec 3 corridas événementielles. L'avantage qu'on a, c'est quoi? C'est qu'en étant en gestion directe, on peut s'appuyer sur toutes les connaissances, sur tous les professionnels qui existent sur la planète des taureaux. Et donc, on peut arriver à faire de grands cartels, à faire de grandes choses, que ce soit côté torero, côté taureau. Et donc, bien sûr, si ça n'a pas été évident, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a été accueillis à bras ouverts. Et je suis vraiment heureux qu'on ait pu avoir non seulement les murs, puisque ça a été la volonté du maire en premier, de la commission taurine, mais de la globalité de la feria et du mois d'août. Côté découverte, les arènes du Palio proposeront pour la première fois de leur histoire une corrida de Miura en ouverture de cycle, avec un cartel de torero banderillero composé par José Ignacio Ramos, Juan José Padilla et l'Arlésien Mehdi Savali. Autre présentation d'élevage, celle des novillos du Berionnet, inédits à Istres, et qui fouleront le sable du Palio le dimanche matin, face à un cartel international qui réunira le français Marco Leal, le colombien Santiago Naranjo et l'espagnol Raúl Rivera. Parmi les nouveautés, l'élevage andalou de Torreandilla fournira sa première corrida en France lors de la course du samedi après-midi, qui risque d'afficher rapidement le Noailles Billetes. Avec la despedida de Luis Francisco Esplà au Palio, la présentation de Javier Conde et le retour de Sébastien Castella, les arènes d'Istres ont souhaité toucher le plus large public. C'est un cartel qui est fou, puisque bon, Esplà, qui fait ses adieux cette année, viendra à Istres. Javier Conde, on l'aime pas, mais il faut reconnaître que c'est un torero hors norme et qui a son public et qui plaît énormément aussi et qui donne du prestige à un cartel. Et bien sûr, moi c'est avec beaucoup d'émotion qu'on va accueillir cette année Sébastien Castella. Moi j'ai voulu devenir torero, lui a réussi ce que beaucoup en auraient aimé, devenir une grande figura del toreo. Et je suis vraiment
ravi pour l'afición, pour les Istriens, de pouvoir l'accueillir cette année à Istres. Et grâce à cela, il donne des lettres de noblesse à cette feria et en fait une feria de prestige. Une programmation qui tient également compte des succès de la dernière temporada au Palio, avec un nouveau lot de taureaux de José Escolar-Gil, élevage salué par la critique taurine, et dont les pupilles seront défiées par Sergio et Alberto Aguilar, deux révélations madrilènes de la saison 2008 en France, aux côtés du Portugais Antonio João Ferreira. Une saison qui sera complétée par la course en solitaire de Roman Pérez le dimanche 2 août, dans le cadre de la noviade des fêtes de la Saint-Étienne. Pour ses adieux de noviero avant sa prise d'alternative, l'apprenti torero arlésien défiera à Istres des novillos porteurs des fers de Miura, Seba da Gago, Miranda de Pericalvo, Garci Grande, Garcia Jiménez et Robert Marget. Preuve que les gestes taurins d'importance ne vont assurément pas manquer en terre d'Ouest-Provence. On met le paquet à Istres, hein. C'est une programmation façon Casas, hein, toute proportion gardée, non? Dans le registre original, etc. Originalité. En tout cas, Bernard Carbuccia se défend, on va dire, d'être à la hauteur, bien évidemment, des grandes sœurs nimoises et arlésiennes. Bien sûr, les arènes n'ont pas la même importance, la même taille, mais en matière de prise de risque, c'est intéressant. Une information, en tout cas, qui intéressera très certainement nos amis aficionados, c'est que la capacité des arènes d'Istres va augmenter. Les places actuellement vont être refaites, donc le Palio va gagner 100 places de plus, ce qui portera vraisemblablement la capacité totale à 2900 places, pas très loin des 3000 places. Voilà. Bravo aux Istréens, il ne reste plus qu'un bon résultat esthétique, artistique, comme dit Bernard Carbuccia. Voilà, dernière information, dans les arènes de Nîmes, il y aura bien sûr des taureaux cette saison, mais pas que. Et pas que, notez sur vos agendas une nouvelle date de concert cet été aux arènes de Nîmes avec la venue de Benabar le vendredi 24 juillet prochain. Concert de l'infréquentable annoncé à 20h30 où l'ouverture de la billetterie pour ce concert a débuté depuis samedi dernier dans les points de vente habituels et sur le site internet le www.adamconcert.com. Benabar alias Bruno Nicolini qui se produira à guichet fermé dans un peu plus d'une quinzaine de villes en France d'ici la fin du mois de mai, Pierre-Paul. Merci encore Christophe pour ce journal. On n'a pas d'autres informations, non? J'oublie rien. Si, une petite infotorine pour finir. Ah pardon, ah oui, j'avais pas vu, parce que j'avais remarqué toutes ces feuilles là, j'avais pas vu les petites fiches à gauche. Voilà, alors puisqu'il y en a quelques-unes. Bon, allez-y. La dernière infotorine de la soirée, c'est l'ouverture de la temporada. Hier, c'était à Savané, dans le beau département des Landes. Les premières oreilles de la saison française ont été coupées par Thomas Cito l'Arlésien et par le Landais Mario Guirao qui débutait en noviade formelle face au bétail de Jean-Louis Daré. Donc, une oreille pour les deux jeunes novières français pour cette première course de l'année. C'est bon là? Allez. Encore une autre? Ben si, on peut dire que José Tomás triomphé à Bogota et que Enrique Ponce a coupé une queue à Mexico, qu'ils ont rempli les arènes. Eh bien oui, comme quoi c'est possible, bien sûr, de remplir des arènes, y compris celles de Mexico, qui sont les plus grandes du monde. Elles ont une contenance de 300 000 personnes à peu près, c'est ça? 42 000. En tout cas, dès lors qu'il y a des vedettes, les arènes se remplissent. Les arènes se remplissent. Merci encore Christophe. Allez, on va arrêter cette fois le journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le carrousel à 21h, le match avec les Arlésiens face à Bayonne. Joli match, belle victoire des Arlésiens. On se retrouve quant à nous demain pour les aléas du direct. Et puis bien sûr pour Croco Hebdo. À très bientôt à tous.